qu'il y a de plus difficile, c'est de créer de la vie. Et la vie, c'est un peu comme de la musique, il faut que tout le monde se sente un peu libre. Toute histoire est politique. Un rire dans une salle, ça vaut tout, ça vaut tout. Moi, mes parents n'allaient pas beaucoup au cinéma, donc on regardait beaucoup de films, mais plutôt à la télé ou en VHS. Mais j'ai un souvenir hyper fort du premier cinéma quand j'étais petite, quoi, je sais pas, 3-4 ans. Et j'étais allée voir avec ma grand-mère Annie, la comédie musicale, avec une petite fille rousse et frisée, orpheline. Grand souvenir de ça. Et après, les films, on va dire, qui m'ont vraiment marqué, je les ai vus tous pour la plupart à la télé. J'ai commencé à retourner au cinéma quand j'ai été étudiante, quoi, à 19 ans. Mais j'ai un souvenir très fort de Elephant Man. Et puis après, les Hitchcock, les Truffaut, les séances du dimanche soir. Enfin voilà, cinéma, etc. Donc moi, je regardais un peu tous les classiques. Et aussi les Hitchcock présentes. Parce que c'était pas du cinéma, mais ça a fait un lien, en fait. Ça me fascinait. Quand j'ai commencé dans ce métier, j'ai pas pu accéder aux écoles parce que j'étais peut-être pas assez scolaire et effectivement d'un milieu où l'école privée c'était impossible et déjà j'habitais à Toulouse et mes parents n'avaient pas du tout les moyens de me payer une école privée. Il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs. Quant aux écoles publiques, elles étaient même passer le concours, ça semblait trop cher, trop compliqué, il fallait aller là-bas, etc. Donc moi je me suis un peu lancée comme on se lance, il faut avoir la foi, quoi. Mais je pense que les jeunes qui commencent, ils ont aussi ça. Enfin, il faut rentrer en religion, il faut avoir la foi du truc. Et j'ai appris sur le tas. Je me suis inscrite en droit pour essayer de passer un concours de l'ESSAV, qui était un peu une école, l'autre école publique, comme la FEMIS, et qui est à Toulouse, à la fac du Mirail, à côté de là où j'ai grandi. Et c'était vraiment un niveau, je pense, technique que j'avais pas du tout. Donc j'ai pas pu passer ce concours, mais j'ai fait 2 années de droit et en même temps j'ai fait du bénévolat. Enfin, je suis allée me pointer dans une association qui s'appelait Séquence Court-Métrage, qui faisait un festival chaque année à Toulouse de court-métrage. Et c'était vraiment génial d'apprendre avec des gens qui étaient tous des bénévoles à voir des films, des cours, à en discuter, ensuite à accueillir, organiser. Bon, on était les petits jeunes qui trimballaient les invités. Et ça m'a permis, moi, de poser beaucoup de questions aux réalisateurs, et puis surtout de me dire « Ah, mais c'est des gens normaux. On peut faire ça vraiment, quoi. » Parce qu'avant, pour moi, c'était Hollywood, les Marilyn, enfin, c'était lointain, c'était impossible. Et puis, il y a eu évidemment l'option cinéma qui m'a fait comprendre que je voulais faire ça. Donc, c'est pas comme si personne ne m'avait rien enseigné, au contraire. Mais du coup, j'ai décidé de monter à Paris parce que ça me semblait être le truc. Voilà, comme un Rastignac ou je ne sais pas quoi. Et à Paris, j'ai réussi, à force de rencontrer des gens qui étaient un peu scénaristes et tout ça. Et j'ai pu faire mes débuts sur une série jeunesse pour la télévision, pour France 2, à l'époque où ils faisaient beaucoup de séries jeunesse. Et j'ai un peu appris comme ça, quoi. Ils prenaient des débutants parce que c'était pour raconter des histoires d'adolescents. Et on n'était pas loin de l'adolescence, donc voilà, j'avais 22 ans, 23 ans. Et ça a commencé comme ça, c'était très formateur parce que je manquais énormément de confiance en moi. Donc le fait d'avoir des contraintes, des personnages qui étaient écrits, ah oui, il faut que ça dure 26 minutes, qu'il y ait 3... ça m'a permis d'explorer mes désirs d'écriture. Le cinéma, pour moi, c'était d'abord une folie amoureuse des comédiens des vieux films. Et ensuite, réaliser en grandissant qu'il y avait des réalisateurs derrière, qu'il y avait des métiers. Et oui, bien sûr, il y avait l'écriture. Moi, ça me semble toujours lié en un seul geste, c'est-à-dire avoir une idée,
avoir des mots qui viennent ou avoir une image et la transformer en une histoire. Pour moi, c'est complètement lié. Donc au début, quand j'ai été que scénariste, j'enlève rien à la fonction de scénariste, mais disons que dans ma tête, c'était lié. Et quand je m'arrêtais, on va dire, à la fin du scénario et que c'était réalisé par d'autres, il m'est arrivé d'avoir pas mal de frustration parce que j'avais imaginé les scènes et quand je travaillais pour la télé, j'avais parfois... c'était dur de voir comment c'était fait et j'aurais pas fait pareil. Mais heureusement, j'ai aussi écrit des films que j'ai pas réalisés en étant consciente que je le ferais pas et en travaillant au service d'autres réalisateurs qui ont fait des trucs merveilleux que j'imaginais pas du tout. Donc, mais pour moi, quand même, dès le début, c'était lié, oui. Moi, j'écris toujours quand même avec passion. Et ça me faisait ça vraiment pour la télé. Il y avait des gens qui me disaient « Ah oui, mais c'est alimentaire ». Moi, j'ai écrit 50 épisodes de Cœur Océan. Je ne l'ai jamais fait de façon alimentaire. Pour moi, c'était... je m'imaginais les personnages et tout ça. Je ne me voyais pas, en fait, avoir une espèce de cynisme ou de... Pour moi, l'écriture, c'est forcément total. Alors, on sait qu'on ne va peut-être pas faire un chef-d'œuvre, on sait que c'est du flux, mais néanmoins, on en rêvait totalement. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt. J'ai jamais réussi à décaler comme ça, à me dire j'écris ça pour gagner des sous et tel autre truc, je le fais. Donc, pour moi, quand j'accompagne un réalisateur ou une réalisatrice, je sais que je viens avec souvent une histoire que ce metteur en scène m'a un peu raconté, même si parfois c'est une phrase ou parfois c'est 10 pages. Il y a une idée, c'est comme un voyage, d'essayer de rentrer dans sa tête, de voir, parce qu'on sait aussi que quand on écrit soi-même pour réaliser son film, on a une vision très forte, un fantasme de quelque chose, et en même temps beaucoup d'empêchements. Parfois on se sent complètement bloqué, on est perdu. Et donc quand on est co-scénariste pour quelqu'un, on essaye d'avoir des idées pour l'autre, qui conviennent à l'autre. Donc on rentre dans un univers, ça c'est génial parce qu'on se décentre complètement. Et aussi, je pense qu'on est là quand même pour débloquer quelqu'un. Quand j'ai écrit il y a quelques années avec Thomas Lilti, je me retrouvais plongée dans le médical alors que je suis complètement hypocondriaque. Et là d'un coup, on est entièrement dans le médical, que vient un médecin. Et petit à petit, ça devient familier, ça devient rassurant. Oui, vraiment, on nage dans l'univers de quelqu'un. Ça, c'est assez extraordinaire. Et quand j'écris avec Michel Leclerc, c'est différent parce que on vit ensemble, on se connaît hyper bien, on a écrit plein de fois ensemble. Mais je me plonge quand même dans son livre. On se dispute plus parce que je me permets plus de ne pas être d'accord. Évidemment, quand on se connaît très bien, on met plus du tout les formes. Donc parfois, c'est un peu compliqué. Mais oui, on sait qu'on écrit pour l'autre et c'est génial parce qu'après, voilà, on a fini et après, il y a une surprise qui nous revient. Le film, quoi. Quand on accueille le film, on voit ce qu'avait en tête l'autre et qu'on n'a pas toujours deviné. Et évidemment, quand moi j'écris pour moi avec un co-scénariste, avec Michel par exemple, qui m'aide à écrire, là je sais que c'est lui qui me débloque. J'arrive à voir dans l'autre sens le travail qu'il fait pour moi et le travail que je fais pour lui. Oui, c'est pas la même place du tout. Je me dis toujours quelle chance j'ai justement de ne pas avoir eu la culture dès le départ qui fait que je découvre des chefs-d'œuvre tous les jours en travaillant. Et ça m'influence maintenant, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'avais tellement peu de culture cinématographique que j'étais pas du tout empêchée par tout ce qu'avaient fait les génies avant moi. Je me disais, en fait, j'avais aucune idée, comme j'avais pas eu de formation de comment on fait. J'ai fait comme je sentais, comme ça, en apprenant, en essayant, en barrant, en recommençant. Et ça, c'est une grande liberté quand même. On invente son petit machin et sans du tout savoir comment on doit faire. Donc ça donne une grande liberté. Et maintenant, je me dis, j'ai vraiment de la chance parce que maintenant, évidemment, je vois de plus en plus de films, tout le temps des films, des trucs que d'autres ont vus à 18 ans.
Et à chaque fois, ça me fait des claques et je me dis, oh là là, mais c'est inspirant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voilà. Parce qu'on copie toujours. Quand je vais dans des écoles de cinéma et que je discute avec les élèves et tout, ben, eux, des fois, ils ont vu plus de films que moi, c'est génial. Enfin, peut-être pas maintenant, mais quand même plus maintenant. Mais plus qu'à mon âge, en tout cas. Et je leur dis que voilà, que on peut inventer, mais copier, c'est génial, parce qu'on copie jamais. On copie jamais exactement. Mais par contre, vouloir ressembler à quelqu'un, c'est avoir une inspiration forte. Je trouve ça toujours super, parce qu'on n'invente jamais rien de toute façon. C'est une industrie, le cinéma, donc on n'a pas toujours tout le temps le choix. C'est une vraie tension dramatique. Enfin, c'est une vraie tension de la fabrication, de se dire avec qui on va tourner un film, parce qu'on sait que le budget et l'argent que vont mettre les investisseurs dépend du casting qu'on a choisi. Donc il y a toujours beaucoup de tension autour de ça, entre les producteurs et les réalisateurs. On sait qu'on n'est pas tout à fait libre. Des fois, on rencontre son double, l'être qu'on a le plus envie de filmer pour un court-métrage, et puis on nous dit de ne pas le prendre pour le long-métrage. Ça, c'est des choses qui arrivent à tous les réalisateurs. Et c'est un peu une lutte de travailler avec les gens qu'on aime, les gens qu'on veut. En même temps, c'est super de rencontrer des acteurs confirmés qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Enfin, pour moi, c'est super important d'avoir un élan amoureux, un élan d'amour pour les comédiens que je vais filmer. Parce que je pense qu'il faut les aimer, il faut être intéressé, il faut être passionné par eux, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un truc qui se parle entre... En tout cas, moi, quand j'ai commencé mon premier court-métrage, j'ai fait des essais, et puis j'ai vu 10 comédiennes, j'avais l'impression que mon texte était merdique. Et les comédiennes jouaient très bien, c'est pas ça. C'est juste que ça s'était pas rencontré. C'est pas qu'elles étaient mauvaises. Et tout d'un coup, quand Vima Laponce est arrivée, je me suis dit, ah là là, ça y est, je peux le faire, ce film. Parce qu'elle a incarné quelque chose. Donc c'est quand même quelqu'un qui arrive, qui vient avec son corps, avec son énergie, avec sa voix, et qui nous donne son corps, parce qu'elle nous prête l'incarnation du film entier. Et pour moi, le film n'existe pas tant que le comédien n'arrive pas. Donc oui, c'est sûr que c'est hyper important. Enfin, pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est ça, c'est d'aimer ses comédiens. Et évidemment que c'est pas toujours si rose, en fait. On ne peut pas toujours... On peut avoir un élan du cœur pour un comédien, et puis sur le plateau, ça devient très compliqué, ça se passe mal, y a un désamour. C'est pas pour ça que c'est pas intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance, et que j'ai de la chance de pouvoir continuer le travail avec certains comédiens, qui fait que non seulement c'est agréable, mais en plus, il y a ce truc très particulier qu'on a, je pense, qu'avec des membres de sa famille très proches, ou ses enfants, son amoureux, ses amis d'enfance. Ce truc très étrange que je pense les comédiens ne comprennent pas, ne ressentent pas, c'est qu'on les observe tellement sur un long métrage, par exemple, quand on filme 2 mois quelqu'un, on le voit sous toutes les coutures, on perçoit tout, on est obligé de le regarder tout le temps, toutes ses réactions, et ça crée un lien qui est très particulier. Et du coup, j'aime beaucoup les retrouver. Ramzy Bedia, pour moi, ça a toujours été un comédien extraordinaire. Je ne ressens pas que j'ai le pouvoir de la réalisatrice qui fait qu'il est génial dans mon film, même si je le trouve super. Enfin, je l'aime d'amour et j'adore le filmer. Maintenant, pour moi, il est tout le temps extraordinaire. C'est un grand comédien. Et je crois qu'on l'a vu dans beaucoup de choses où c'était un grand comédien, mais il est tellement prolixe, c'est-à-dire qu'il tourne tout le temps. Il a ce truc de cinéma très populaire et ce truc d'absence totale de snobisme. Donc il va passer
d'un truc gaguesque à un truc plus sérieux. Puis il se trouve que souvent les films un peu plus sérieux qu'il a fait n'ont pas été beaucoup vus. Et du coup, il arrive. Enfin, on a toujours cette image de Ramzy comme justement d'un acteur comique super, mais on n'a pas assez l'image de Ramzy d'abord d'un grand acteur, un grand acteur dramatique aussi, parce qu'il génère énormément d'émotions, de tensions aussi, et puis il est beau. Et ça, je crois qu'on n'a pas cette image tout le temps de Ramzy, alors que pour moi, enfin, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, il est magnifique, il a un corps, une présence que pas beaucoup d'acteurs français ont. Parce que les acteurs, enfin, la tradition des acteurs français que j'adore, mais c'est beaucoup plus des boys next door, j'ai l'impression. Il n'y a pas ce côté physique, massif, viril. Et lui, il a ça. Et on ne le filme pas forcément comme ça. Et c'est vrai que, tout simplement, je pense que c'est un regard. C'est vrai que quand on aime un comédien, on a envie on le regarde bien et on a envie de le mettre en valeur. En tout cas, moi, Ramzy m'a toujours donné envie de lui écrire quelque chose. Et j'ai toujours eu envie de lui écrire des choses où on le voit différemment. Parce que dès qu'on le connaît, on ressent aussi tout ce qu'il ne donne pas forcément toujours. Parce que c'est présent. Il a une gravité, il a une intensité. Évidemment que dans le registre très comique, il l'abandonne. Mais comme souvent les grands clowns ont aussi une face, une part plus sombre ou plus grave. J'ai de la chance que des gens m'aient proposé de jouer. D'abord une Magali Richard Serrano, une amie qui m'a dit ah, viens faire un petit rôle et tout ça, qui m'a fait passer des essais, puis Michel Leclerc, puis maintenant j'ai un agent. Alors je trouve ça génial, j'aimerais bien tourner plus. Il faudrait que je mette un peu d'énergie là-dedans. Et moi ça me... déjà c'est une récréation extraordinaire, parce que c'est quand même... J'ai la chance de ne pas le faire... de pas être obligée, enfin si je tourne pas pendant un an, c'est pas grave. Donc j'ai pas ce truc de la tension de comédienne que j'ai vachement en tant que réalisatrice. Et aussi parce que c'est vrai que c'est un lieu de jeu, c'est pas que du jeu, c'est sérieux, mais il y a une forme de légèreté par rapport à la position de réalisation. Mais il y a aussi, ça apprend beaucoup pour diriger des comédiens, parce que je trouve que dès qu'on joue, on se rend compte. Souvent, on entend des réalisateurs râler un peu sur les comédiens qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas concentrés, ou ceux qui n'apprennent pas leur texte, ou ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent, ou qui commencent à discuter. Et dès qu'on est du côté comédien, on se rend compte qu'on est un peu livré à nous-mêmes. Très souvent, les réalisateurs oublient les comédiens. Et parce que tout dure très longtemps, sur un plateau, on est préparé, on est choyé, on est tout, mais on ne comprend pas forcément les enjeux. Alors moi, évidemment, je les comprends un peu plus facilement, mais oui, moi, ça me fait toujours penser et des fois, j'y arrive pas hein, quand je suis réalisatrice pour autant, mais oui, il faut toujours arriver à exprimer et à ce que les comédiens soient avec moi et avec le chef opérateur et qui comprennent les enjeux d'une scène, qui comprennent comment ils sont filmés. Et parfois, on n'a plus le temps. Et là, les comédiens, souvent, ils sont un peu... ils sont rétifs, ils essayent de s'échapper parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Ils ne savent pas trop ce qu'on veut obtenir d'eux. De toute façon, le rapport comédien-réalisateur, c'est un rapport de confiance. Plus il y a de la confiance, plus il se passe des choses extraordinaires. Et alors, dès que on a peur d'être volé de quelque chose, on a peur d'être mal monté, dès que la confiance s'envole, ça devient l'enfer. Parce que s'il n'y a pas cette confiance, il ne se passe plus rien, quoi. On n'est plus alliés et là, ça devient très compliqué. Mon rêve, ce serait de faire des films comme on fait des pièces de théâtre, c'est-à-dire de réunir des comédiens et de partir 15 jours dans une maison et je leur donne un peu l'idée du truc et on travaille ensemble. Et de faire ça comme une troupe, c'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à faire au cinéma, ou rarement. Mais oui, de bosser comme Cassavetes ou comme Guédiguian, ou comme... Finalement, oui, chacun est comme il est, mais moi j'ai ce truc d'aimer les relations sur la longueur. Et je
Je trouve ça hyper beau, en fait. Et en plus, avec les comédiens, des fois, on ne se voit pas pendant longtemps. Et donc, quand on se retrouve, c'est des rendez-vous. On se retrouve à nouveau pendant 2 mois. On vit des trucs très intenses, puis on ne se voit plus des fois pendant 2 ans. Et c'est ces rendez-vous-là, comme on a avec des co-scénaristes ou avec des monteurs et monteuses, c'est des rendez-vous extraordinaires. Comme le cinéma, c'est un truc de phase. Donc, on a des élans du cœur extraordinaires. On passe 3 mois de tournage avec des gens. On devient les meilleurs amis. Et après, ils vont tourner avec quelqu'un d'autre. Nous, on va monter un film. Et ces phases, moi, j'adore les retrouver, toujours avec les mêmes équipes. Quand on peut retravailler avec les mêmes, il y a un truc d'amour qui est génial. C'est sûr que le cinéma, c'est un regard. Donc, plus il y a des regards différents, et plus il y a des subjectivités différentes, et plus c'est intéressant. Je crois que, évidemment, qu'il y a des regards féminins, des regards masculins. Il y a des regards différents aussi selon la classe sociale de laquelle on vient. Donc il y a plein de données qui font qu'on a un regard particulier. Je ne sais pas s'il y a un regard féminin parce que pour moi, on est quand même on est fait de tellement de choses que c'est très complexe et que je ne sais pas, en tout cas moi qui ai grandi évidemment dans un monde où il y avait beaucoup plus de réalisateurs, j'ai été extrêmement touchée par des regards masculins. Et aujourd'hui, des regards féminins me bouleversent. Mais ce n'est pas qu'une question de genre. Et en tout cas, je suis heureuse qu'il y ait une multiplicité de regards maintenant et qu'on puisse, nous les femmes, raconter des choses qui, peut-être à une époque, paraissaient pas intéressantes. Et maintenant, je pense que, en fait, ce qui est intéressant, c'est les dialogues entre tous ces regards. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et de voir dans les écoles de cinéma aujourd'hui des jeunes gens et des jeunes femmes, des jeunes hommes qui viennent d'univers très différents, de voir que ce n'est plus un métier qui est réservé à la bourgeoisie parisienne, c'est quelque chose qui me met en joie parce que le cinéma quand même raconte le monde, nous fait réfléchir. Enfin, moi je crois toujours très très fort à l'impact qu'il a sur les spectateurs. Et donc le fait que des regards très différents, des points de vue très différents puissent dialoguer, je trouve que ça fait une richesse dans le cinéma qui est géniale. Qu'est-ce qu'un bon personnage féminin? Je dirais qu'un bon personnage féminin, c'est un bon personnage déjà. Et que ce qui m'énerve parfois, en tout cas dans l'histoire du cinéma, mais encore aujourd'hui dans certains films, c'est que les personnages féminins ne sont juste pas des personnages. Donc ça, le truc de la femme du personnage principal qui lui dit « Ah, tu devrais pas faire ça, oh, mais t'es chiant », et qui est un peu celle qui rappelle la bienséance et qui est pénible, qui empêche le personnage principal de faire sa vie. Ça, je pense que je l'ai vu 70 fois et je le revois encore régulièrement. Maintenant, évidemment, le fait que beaucoup de réalisatrices, de plus en plus de réalisatrices font des films, ça change beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de réalisateurs qui font des grands personnages féminins. De toute façon, dans tous les personnages, il y a le cliché, l'anti-cliché. Alors, je dirais les mauvais personnages, c'est ceux qui sont très clichés de l'idée de ce qu'est une femme. Et puis, il y a aussi un truc que j'aime pas trop, c'est le contre-cliché absolu, où on voit qu'on coche toutes les cases pour faire le contraire de ce qu'on attend. Et parfois, c'est un peu... Enfin, il y a eu ça aussi, que ce soit pour les personnages issus de l'immigration qui, tout d'un coup, devenaient tous... étaient tous des voyous en bas des cités, puis tout d'un coup, deviennent tous des avocats et des ministres. Bon, il y a ça aussi pour les femmes qui sont toutes pénibles, chiantes, puis qui tout d'un coup vont toutes pousser un homme sur un lit, le déshabiller. Enfin, je ne sais pas comment dire. On va leur donner le contre-cliché, en fait, le truc très masculin. Donc, c'est peut-être il faut peut-être, en tout cas, quand on écrit, éviter de se retrouver tiraillé entre ces deux trucs-là. Parce que pour moi, un personnage, il doit avoir une identité personnelle qui est au-delà de son genre, déjà, un peu comme les films. Mais pour moi, un bon personnage, c'est comme un bon être humain, quoi. C'est une boule de névrose. Et quand on regarde le film, on adore en même temps ses défauts tout en les détestant.
Et c'est ça qui fait un bon personnage, c'est la beauté de quelqu'un, ses problèmes non résolus, ses incapacités à les résoudre. Et je crois qu'à partir du moment où, en tant que spectateur, on touche à la faiblesse de l'autre, on est avec le personnage. En tant que femme, en tant que jeune femme, j'ai souvent été traitée de pute. Et plus j'étais traitée de pute, plus j'avais envie de mettre une jupe très courte et de montrer mes seins. Donc il y a un effet comme ça oui, forcément, c'est une figure qui m'attire parce que c'est comme elle est déshumaine. Enfin, c'est la figure du fantasme masculin, et c'est en même temps, elle est déshumanisée, déféminisée. Et c'est toujours intéressant d'aller chercher les extrêmes. Je pense que c'est aussi pour ça que les réalisateurs, réalisatrices s'intéressent aux assassins, aux malheureux. Mais c'est vrai que moi, c'est plus le symbole qui m'intéresse. Et la façon dont une prostituée peut reprendre son discours sur sa sexualité et sur son métier. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu une passion. Finalement, j'en ai pas fait grand-chose parce que ça vous étonne ou non, le cinéma français n'a pas très envie de parler des prostituées. Et j'ai un gros paquet de projets très sérieux et aussi drôles qui n'ont jamais été faits. Mais j'ai toujours été très passionnée par les débats sur la prostitution, parce que ça raconte tout un truc sur le puritanisme aussi, la différence entre... Est-ce qu'on a le droit de vouloir être prostituée? Enfin, c'est des sujets qui me passionnent. Donc, je les étudie beaucoup et j'en ai fait des rôles secondaires, mais pas tant que ça, en fait, par rapport à ce qui m'intéresse vraiment. Je ne sais pas si on peut traiter de ça. Il n'y a aucun interdit, mais on a tous, en tant que réalisateur, on se rend compte aussi quand même qu'il y a un marché et qu'il y a nos désirs et qu'il y a certains de nos désirs qui restent tout le temps derrière la porte, quoi. Donc on en tire des conclusions. Puis parfois parfois on abandonne ces désirs-là parce qu'il faut bien faire des films et on fait d'autres choses. Et parfois y a des réalisateurs qui insistent assez et qui finissent par trouver le moyen d'en faire quelque chose. J'ai écrit par exemple des projets de films avec des prostituées qui, comme c'était de leur point de vue, c'était des personnages assez forts, donc pas que victimes, puisque elles se racontaient pourquoi elle faisait les choses. Et du coup, le mot qui revenait toujours, c'était « mais c'est prosélyte ». Comme si ça risquait de convaincre des gens de devenir prostituées. Et je trouve ça intéressant à raconter, parce que ça me paraît totalement absurde, comme si quand quelqu'un tue... Enfin, c'est plus compliqué. Voilà, c'est pas compliqué de tuer quelqu'un au cinéma. Les assassins, on en voit tous les jours. C'est pas un problème. Mais les prostituées, on en voit moins. Il y a quand même des grandes figures, quoi. Le cinéma, pour moi, est en prise directe avec le monde. C'est très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, quand on est réalisateur, le temps que mettent les projets à se faire complexifie les choses, parce que je pense vraiment que les désirs de cinéma, un désir de film, il vient beaucoup par rapport à des obsessions qu'on a, des obsessions du moment, des dialogues, des conflits en fait, parfois des conflits internes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est trimballé de tension en tension, et collective. Alors il y a les tensions collectives, les tensions individuelles là-dedans. Et moi, c'est vrai que ça génère des désirs de film. Après, il y a les choses qu'on veut traiter depuis longtemps, les figures qui nous marquent. Mais il y a aussi ce qu'on vit tous les jours en France. J'aimerais bien un jour tourner avec des acteurs étrangers, tourner ailleurs, mais je ne sais pas si je pourrais. On ne sait jamais vraiment si on pourrait. Parce qu'on est quand même d'un endroit, et dans cet endroit, on a un regard. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis après, pour moi, la comédie, est provoqué par le fait qu'on raconte une histoire triste. C'est-à-dire que si on raconte une histoire triste, si on raconte de l'angoisse, c'est mieux quand c'est drôle.
Et ça devient forcément drôle parce que, ouais, c'est des... Enfin, la comédie, ça m'intéresse comme ça. Ça m'intéresse pas autrement. Forcément, les histoires, elles sont toujours tragiques. Et politiques, forcément. Mais moi, je crois que toute histoire est politique. C'est obligatoire parce qu'on est des animaux politiques, parce qu'on est des animaux sociaux. Et que donc, quand on regarde quelque chose, qu'on le filme, bah, le simple langage cinématographique, le fait de filmer quelqu'un là ou de le filmer là, ou de le filmer par en dessous, ça raconte déjà quelque chose sur la personne qu'on regarde. Donc un montage, donc un choix de... En fait, tous les choix sont politiques. Quand on écrit un scénario, on se rend compte qu'il y a une analyse potentielle politique de ce qu'on écrit. Et ne pas le savoir, c'est passer à côté de quelque chose. Il faut juste en être conscient. Et après, il faut aussi se libérer de ça parce que, oui, on a des choses à dire, mais un film n'est pas un tract politique, c'est plutôt un espèce de jet de questions, de dialogue avec un public. Voilà, c'est une envie de dire quelque chose, de montrer des personnages peut-être qu'on n'a pas vus. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien aussi avec la comédie, et avec la comédie politique, sociale, c'est que c'est cette espèce de rythme. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des comédies. Je sais que ça, on a ça en commun, Michel et moi, même si nos sujets ne sont pas toujours les mêmes. Mais il y a l'idée d'un rythme dans le scénario et dans la façon de tourner qui fait que, normalement, le spectateur passe par tout un tas de surprises, ne comprend pas vraiment ce qu'il voit. Et on essaye de le mettre dans une situation où il n'a pas le temps de réfléchir. Alors qu'il y a beaucoup de films où quand des plans durent longtemps, quand les films sont peut-être plus tristes et plus lents, c'est un cinéma que j'aime aussi, mais c'est un cinéma où où le spectateur réfléchit pendant qu'il regarde. Et donc d'ailleurs, c'est même un des trucs chouettes, hein, c'est faire réfléchir au spectateur. Qu'est-ce que le spectateur va penser de telle image? Et le spectateur se dit, qu'est-ce qu'il essaye de me faire dire? Qu'est-ce que ça raconte? Et voilà. Nous, quand on fait une comédie politique, c'est vraiment le contraire. C'est tu ris, tu pleures, tu ris, tu pleures. Mais si tu réfléchis, c'est que après, quand tu rentres chez toi. Pour moi, on ne doit pas réfléchir pendant. J'aime bien cette idée de fausse confusion. C'est-à-dire de remplir beaucoup le film, qui galope vraiment, et qu'ensuite, quand on sort, on se dit « Ah ouais, ça parle de ça », et on a envie de débattre. Plus on fait des films, et plus les comédiens voient ce qu'on a fait avant, et ils ont envie de venir. Donc c'est assez extraordinaire d'avoir l'occasion de travailler avec des comédiens pas trop... Enfin, très professionnels, qui ont une expérience de fou, et qui acceptent de venir dans des seconds rôles. Mais parfois, des comédiens qui n'ont jamais joué de leur vie peuvent faire des seconds rôles extraordinaires aussi. Ce qui est génial, c'est de travailler avec une directrice de casting, de réfléchir à ça. Et moi, c'est là où souvent je me rends compte que des personnages, c'est deux lignes. Je veux dire, quand on écrit pendant des années un scénario, on travaille beaucoup les personnages principaux. On ne peut pas nourrir tout. Simplement, par contre, une fois qu'un personnage rentre dans un film, bah, il a un corps et il doit exister parce que vous et moi, quand on sort et qu'on va chez la boulangère, c'est pas juste une figurante qui dit vous voulez une baguette, c'est une boulangère. Et on voit bien qu'elle a une personnalité, qu'elle va nous faire rire ou qu'elle va nous saouler, qu'elle fait la gueule. Et moi, j'aime bien que ça soit dans tous les personnages. Donc, il y a un petit... voilà, il y a un petit plaisir, enfin un grand plaisir à rencontrer des comédiens, à faire des séances de travail avec eux, surtout quand on fait une famille, même quand ils sont des seconds rôles, etc., de refaire vraiment des séquences avec eux. Voilà, il y a les dialogues, et puis on les lit, et je dis, mais toi, tu te vois comment? Je propose je leur explique un peu comment ils voient leur... Par exemple, dans mon premier film, il y a une scène où en fait, elle va à l'enterrement de la mère de Laurent Capelluto, par hasard, parce qu'il la prend pour une amie de jeunesse. Et elle se retrouve dans un enterrement. Et donc, il y a toute une histoire, et il y a les frères et sœurs. Donc, ces trois-là,
je les ai réunis et on s'est dit, bon, bah, c'est une famille de médecins. Moi, je vois, il y en a un qui est dentiste. Et c'est en parlant, en discutant, on a décidé que telle réplique, elle est là, que telle autre réplique, elle est là. Et, et en fait, ils ont créé une famille au fur et à mesure. Donc ça, c'est un travail qui se passe en une après-midi. Et les comédiens, ils sont tellement heureux de faire ça, parce que souvent, on leur donne pas la place. Alors qu'un comédien qui vient là, même pour 5 répliques, si on fait attention à lui, il peut être extraordinaire et on s'en souvient. Donc c'est un truc qui nourrit le travail de chacun. Enfin, c'est génial pour nous et c'est génial pour les comédiens. Donc ils n'ont aucun problème à le faire. Et donc après, une fois qu'on fait une séance de travail comme ça, moi je réécris et je leur redonne leur texte. Et après, souvent, dans ce cadre-là, ils peuvent improviser beaucoup parce qu'à partir de là, ils ont vraiment des personnages très très forts. Alors que c'est quasiment jamais dit, mais on s'en fiche. Ça change les choses, ça change le regard. Et ça, c'est trop bien, c'est vraiment chouette. On peut compter juste sur la force d'un comédien, ce qu'il dégage. Et l'idée, c'est l'idée de, par exemple, dans le débat télé de Youssef Salem, c'est des figures très fortes. Il y a le journaliste de Valeurs Actuelles, le journaliste. Donc on imagine déjà ces personnages. Le tout, c'était de trouver des personnages marrants pour incarner des comédiens qui incarnent de façon étonnante. Et donc là, déjà, se double quelque chose. Et là, le texte leur suffit parce qu'ils amènent leur personnalité. Quand Stéphane Fuenquinos fait le journaliste de Valeurs Actuelles, lui, il est tellement drôle, fantaisiste, il a un second degré, il joue hyper bien ce truc un peu blasé, un peu hyper snob, mais en même temps, on l'aime tout de suite. Et je pense que donner à un personnage antipathique, faire interpréter par un comédien sympathique un personnage antipathique, déjà il se passe un truc. C'est beaucoup plus chouette. Mais c'est vrai que quand se jouent des scènes où des comédiens jouent ensemble, là je trouve, par exemple, où ils jouent une famille, où ils jouent des amis, là je trouve ça important de raconter des liens. Enfin bref, ça dépend. Mais c'est vrai que ce qui est chouette, c'est juste d'apporter de l'attention à ça. Et c'est chouette quand les autres le remarquent. Et quand les comédiens sont contents de se voir parce qu'ils se font marrer. Parce que pour moi, voilà, un rire dans une salle, ça vaut tout. Ça vaut tout. Moi, mon rapport à la musique, il est complètement contrarié. C'est vraiment un rapport de passion inatteignable. Donc je rêvais de musique et la musique est très présente dans tous mes films, même l'instrument piano, etc. Mais j'ai toujours eu l'impression que j'y arriverais jamais et que ça m'était interdit. Donc il y a une espèce de frustration et de fort désir que je trouve intéressant de nourrir. Et j'ai la chance d'avoir rencontré un homme qui est musicien lui et qui lui a pas du tout un rapport contrarié au truc. Il aurait aimé être musicien, Michel Leclerc. Donc en fait, il fait de la musique tout le temps. Et assez vite, il m'a dit, bah, viens, on fait un groupe. Quand il s'est séparé de son deuxième groupe, il m'a dit, viens, on fait un groupe. Et j'ai commencé à chanter et à faire ce que je pensais ne pas pouvoir faire parce que je me sentais chantant faux, avec trop peu de technique et trop d'angoisse liée à ça. Et donc je trouve ça assez génial. Et pour moi, le lien, bien sûr, c'est la vie en fait. La musique, c'est bien quand on s'oublie. C'est bien quand des gens jouent ensemble, ils font un bœuf et tout d'un coup il se passe quelque chose. Et ça, moi, c'est le rêve de. Enfin voilà, c'est pas. Il suffit de voir quoi, quand on rentre dans une pièce et qu'il y a des musiciens qui jouent, les gens commencent à se comprendre et il se passe un truc où on comprend rien et en même temps on comprend. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire dans les films et notamment dans les comédies. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est de créer de la vie. Et la vie, c'est un peu comme de la musique. Il faut que tout le monde se sente un peu libre de pouvoir jouer les uns avec les autres. Il faut qu'il y ait cette énergie qui prenne un peu corps entre tous les comédiens pour qu'on puisse se dire « Ah, c'est pas posé, parce qu'il n'y a rien qui m'angoisse plus que les gens… » Alors, dans un train, ça va. Je me dis « Là, on a le droit. » Mais dans un salon où il y a 10 personnages, comment on fait pour que… Moi, c'est ce qui me passionne dans les films de Capra,
dans les films italiens des années... enfin, les vieux films italiens, toute la comédie italienne, ces espèces de scènes de bordel avec 10 milliards de personnes qui parlent en même temps, qui font des trucs. Et ce que j'ai eu le plus toujours de bonheur à faire, c'est beaucoup de gens dans une petite pièce. Ou récemment, là, dans le dernier film que j'ai tourné cet été, qui n'est pas encore sorti, on a eu la chance de pouvoir tourner dans un vrai lycée avec les vrais lycées. Donc on a mis notre comédienne au milieu, à l'entrée du lycée et tout. Et ça, on peut jamais... Enfin, et on leur dit, vous êtes entre potes, vous faites vraiment comme si on n'était pas là, mais vraiment. Et quand ça marche, il se passe un truc qu'on ne voit jamais aussi. Enfin, moi, c'est ça que j'aime, c'est comment recréer de la vie. C'est la quête quand on fait du cinéma. Parce qu'on n'a plus le droit de filmer les gens dans la rue, on n'a plus le droit... On n'a pas vraiment l'argent comme les studios avant d'avoir 100 000 personnes. Et puis, on a un côté peut-être plus sage. Donc, moi, ce que je trouve beau toujours, c'est quand la vie revient. Quand on arrive à faire tourner des enfants, des animaux, et que ça se voit que c'est le bordel. Et qu'on s'en fout des raccords. Je fais tout quand même beaucoup au cinéma. Et j'ai des coups de cœur souvent quand même, parce qu'il y a beaucoup de propositions. En France, cette année, moi j'ai eu un coup de cœur absolu pour Le règne animal, que je trouve c'est tellement dur de réussir ça et de le réussir. Puis j'ai pleuré pendant 1 heure à la fin. Enfin bref, j'ai adoré ce film, mais j'ai adoré Chien de la casse. Faire un premier film comme ça, je veux dire, c'est dingue. Mais la Palme d'Or est géniale. Tous ces réalisateurs, c'est des réalisateurs que je suis depuis leur premier film, donc il y a une... voilà, c'est génial de voir des gens grandir, faire leurs films les uns après les autres. Quand on vit dans ce milieu, certains on les connaît, certains on les connaît pas, mais retrouver ces rendez-vous, voir les gens grandir, c'est une émotion qu'on peut pas avoir pour les réalisateurs d'avant, où on a l'impression que c'est des maîtres et tout. Là, on voit les gens évoluer, on peut voir les courts-métrages, les longs, au fur et à mesure. Ça, c'est une grande émotion, quoi. J'ai de la fascination pour les films, quoi. Donc, c'est sûr que quand il y a eu le dogme, Winterberg, voilà, j'ai pris une grosse claque. Donc, oui, il y a des cinémas, des vagues comme ça qui nous font une sorte d'effet phénoménal. Mais ce que j'aime quand même, c'est qu'il n'y a pas ce cinéma-là. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça se mélange dans un film. Quand il y a un mélange des genres qui fait qu'on ne sait pas tout à fait où notre cul est posé. Donc moi, j'adore ça. Donc dès que c'est un peu... et puis qu'on peut passer de la comédie à soudainement le drame, à soudainement du réalisme et pas du réalisme du tout, je trouve ça assez... Enfin, c'est cette liberté-là, en fait, qui me fascine. Et je trouve qu'elle est présente dans des films. De plus en plus de réalisateurs se permettent ça. J'ai cette sensation, peut-être qu'elle est fausse, qu'on se libère un peu d'un académisme et que le fait que le cinéma s'ouvre, qu'il continue à fonctionner, qu'il y ait beaucoup de jeunes réalisateurs, réalisatrices, j'ai la sensation qu'on va de plus en plus, puis peut-être grâce à la série, grâce à la circulation des œuvres de tous les pays, au cinéma coréen, parce que pour moi c'est toujours ce qui est magnifique, c'est de voir à quel point les films voyagent et que toute la nouvelle vague s'est inspirée d'Hitchcock, des réalisateurs américains ou de certains Français aussi. Et puis ensuite, la nouvelle vague a inspiré le nouvel Hollywood. Et je pense que nous, on est à la croisée des chemins aussi. On a des influences japonaises, on a des influences coréennes, on a des influences des séries américaines, on a les influences de la littérature. Donc moi, j'ai la sensation d'un bouillonnement. Alors évidemment, il y a toujours les films de marché, les trucs où on se fait un peu chier, où on s'y attend. Mais en même temps, c'est important d'avoir ça parce que voilà, et puis parce que mon fils, il est allé voir avant de s'intéresser à d'autres films, il est allé voir des Marvel, moi, je suis pour qu'il y ait ce cinéma qui, des fois, d'ailleurs, est super, ou des comédies françaises. C'est ce que je regardais à la télé quand j'étais petite. Donc, c'est important qu'il y ait ça. Mais j'avais l'impression qu'on a toujours peur que les prototypes disparaissent.
Et ces derniers temps, j'ai l'impression inverse, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans le prototype. Et que c'est possible d'être dans le prototype et en même temps de toucher des gens. Ça, c'est ça le truc le plus joyeux quand on va au cinéma et qu'on voit une salle pleine, qui viennent voir un film vraiment bizarre, qui n'a pas l'air d'un banger, comme diraient mes enfants, et pourtant, il attire tout le monde, et pourtant, il est chelou. Et pour moi, le but d'un film, c'est ça, je veux dire, tout ce qu'on a aimé au cinéma, c'est quand on sort, on se dit « Oh là là, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On ne sait pas trop si c'est... Ben ouais, c'est bizarre, c'est ce que doit être le cinéma, c'est un prototype. Et pourtant, on est inspiré par d'autres, on se copie et tout, mais à la fin, il doit y avoir de multiples influences, et la personnalité du réalisateur, et les échecs et les réussites, parce que les films, ils sont aussi faits de ça. Hein. On se cogne à la réalité. Il y a des scènes qu'on réussit 10 fois mieux que ce qu'on aurait rêvé, des scènes qu'on rate complètement. Du coup, on change le montage. Enfin, voilà, c'est de l'artisanat aussi. Et voir qu'il y a des films qui sont réussis, qui sont bizarres et qui plaisent aux gens, ça, je trouve ça très joyeux. Et il y en a plein.